Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Maëlys Kider pour son livre Médecin cubain, les armées de la paix, qui est vraiment un excellent ouvrage que je vous recommande. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce livre et donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité m'entretenir avec son auteur aujourd'hui. Donc Maëlys, tu es journaliste indépendante, tu es donc l'auteur de ce premier livre et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Je te remercie d'avoir accepté cet entretien. Ça va être l'occasion pour nous donc de parler effectivement de la médecine cubaine. On a vu ces derniers mois des médecins cubains débarquer notamment en Italie, mais aussi en France, en Outre-mer, avec les petits drapeaux dans les mains qui descendaient de l'avion. Et bah, c'est vrai que beaucoup d'entre nous avons été très étonnés. Et finalement, au travers de ce livre, tu montres comment cette médecine cubaine finalement s'articule depuis très longtemps dans un projet international et j'aimerais qu'on revienne sur tout ça. Mais dans un premier temps, on va laisser le Covid de côté. On y reviendra, on en parlera, vous aurez un sommaire, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Toutefois, je pense qu'on en a discuté un petit peu en amont et il paraît difficile en réalité de parler de Cuba sous quelque angle que ce soit et en priorité ici l'angle médical aussi, sans d'abord parler du fameux embargo de Cuba et de la situation sociale à Cuba qui nous permet d'expliquer pas mal de choses. Justement, cet embargo, tu y consacres un chapitre entier dans ton livre qui s'appelle Bloqué d'ailleurs, puisque on a tendance à penser effectivement, parce que c'est ce qu'on a en tête, qu'il s'agit d'un embargo, mais en réalité, il serait plus juste de parler justement de blocus. Alors, je vais te laisser démarrer sur ça si tu le veux bien et déjà peut-être un peu distinguer la différence qu'il peut y avoir entre l'embargo tel qu'on se l'imagine et ce blocus réel et en quoi est-ce qu'il est nécessaire d'y revenir pour bien comprendre la situation à Cuba. Bonjour Loïc, merci pour ton invitation. Je voudrais commencer par parler de la situation sociale et économique à Cuba pour introduire le propos sur ce blocus. Il faut savoir que les Cubains se trouvent dans une situation très compliquée, très difficile à vivre. Pour acheter à manger, il y a des queues qui durent parfois 5 à 8 heures pour acheter de la viande, des légumes, du pain, des denrées vraiment de la vie de tous les jours. Il faut savoir aussi que la vie est très chère, que les pharmacies sont vides. Pour ce que j'ai vu de mon voyage au mois de juillet 2021. Et ça s'explique par plusieurs raisons. Alors, le blocus joue un rôle considérable là-dedans, puisqu'il empêche Cuba de commercer avec des pays et des entreprises. Les États-Unis imposent à toutes les entreprises et les États de faire entrer à Cuba ou bien d'acheter à Cuba des produits qui auraient 10% de composants américains ou bien, à des entreprises qui seraient possédées à 10% au moins par les États-Unis. Les États-Unis, évidemment, ont beaucoup d'entrées au capital dans des entreprises qui bloquent un grand nombre de, de, de volontés de commercer avec Cuba. Pour expliquer vraiment ce qu'est ce blocus, les États-Unis ont placé Cuba, il y a 60 ans, sous embargo dans un premier temps, donc en disant que voilà, Cuba ne pouvait plus acheter certains types de produits ou les vendre. L'embargo, au fil des années, s'est durci avec plusieurs lois, jusqu'en 1996 avec la loi Helms-Burton, qui est une loi extraterritoriale. Alors l'extraterritorialité, c'est une caractéristique qui consiste à dire que les lois des États-Unis s'appliquent à d'autres États. Ce qui est très curieux quand on y pense, puisque les lois sont censées s'appliquer en général aux États qui les votent. Or, là, on est face à des lois qui s'appliquent au reste du monde. Donc, ce sont des lois qu'on peut qualifier d'impérialistes. Et les États n'ont pas le choix, c'est-à-dire que s'ils désobéissent aux États-Unis,
S'ils contournent le blocus, ils sont susceptibles de payer des amendes colossales de plusieurs millions ou dizaines de millions de dollars. Donald Trump a durci l'embargo dès son arrivée au pouvoir en portant atteinte au tourisme à Cuba, en interdisant les envois d'argent de l'étranger vers Cuba, parce qu'il y a énormément de familles cubaines qui vivent à l'étranger qui envoient des sous sur l'île pour faire entrer un petit peu de devises. Donc Donald Trump a fait notamment fermer Western Union, qui n'a plus le droit de travailler à Cuba. Donc tout ça porte atteinte à l'économie de Cuba, qui est de plus en plus dépendante des devises, donc du dollar et des euros, pour financer son économie. En 2020, ce blocus, il a donc montré toute sa violence, et puis il s'est ajouté à la fermeture des frontières due au Covid en mars 2020. Donc Cuba ferme ses frontières, n'a pas le choix, puisqu'on se rappelle de la panique à cette époque. Et le tourisme chute. Le tourisme, qui est une des principales sources de revenus de Cuba, qui rapporte énormément d'euros et de dollars. Donc Cuba se retrouve dans une situation où elle ne peut plus acheter sur les marchés internationaux, notamment des denrées alimentaires, puisque l'île importe 80% de ce qu'elle consomme. Ce qui explique ce que je disais au début de mon propos, les marchés sont vides. Cuba n'arrive plus à se fournir en nourriture. La population vit très mal, évidemment, cette situation, et ce qui a en grande partie causé les manifestations du 11 juillet où je me trouvais, qui ont été les plus importantes de tout le pays en 25 ans, 27 ans même. Les Cubains n'avaient pas manifesté depuis 1994 avec cette ampleur, et là ils ont dit nous n'avons pas à manger, nous n'avons pas de médicaments, ça suffit. Et ils sont très nombreux à ne plus vouloir vraiment comprendre les causes de cette situation qui les dépasse complètement. Est-ce que c'est le gouvernement, le socialisme, la bureaucratie, le blocus? Ça n'intéresse plus vraiment les gens qui voudraient arrêter de faire des queues de plusieurs heures sous le soleil pour se nourrir, ce qui n'était pas le cas avant 2020, pour précision. Ce qui est important dans un second temps, c'est de comprendre les conséquences de ce blocus sur la médecine à Cuba. Les États-Unis interdisent l'entrée de matières premières, l'entrée de seringues, l'entrée de cathéters, de respirateurs, de spectromètres, de réactifs. Cuba n'a pas le droit d'acheter à un pays ou une entreprise étrangère du matériel médical ou des médicaments, ni des matières premières d'ailleurs, pour fabriquer eux-mêmes leurs médicaments. Donc tout ça crée un grand désespoir chez les Cubains et puis chez les médecins qui ont beaucoup de mal à pratiquer leur métier dans ce contexte. Alors, j'en profite pour préciser d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu le livre et qui souhaiteraient se le procurer que c'est extrêmement intéressant. Là, tu fais état notamment de différents témoignages. Et le livre est très bien articulé, je trouve, en ce sens que justement, il alterne entre certains récits, un véritable travail de terrain, hein, puisque tu t'es rendu à plusieurs reprises à Cuba durant cette période justement liée à la crise du Covid, et tu y étais encore justement cet été. Donc ça, c'est très important. On a réellement un ancrage empirique avec justement les personnes, les différents points de vue, etc., qui peuvent être entendus. Et à côté de ça, il y a dans le livre une mise en perspective, notamment journalistique, mais avec un certain nombre de données, un certain nombre d'explications, etc. Et je trouve que de ce point de vue-là aussi, c'est très intéressant et c'est un bon moyen d'entrer dans le livre, et c'est la raison pour laquelle aussi je vous le conseille. D'ailleurs, par rapport à
à ce que tu pouvais dire à l'instant sur le fait que aujourd'hui les Cubains finalement ne cherchent plus trop à savoir si c'est à cause du blocus ou au contraire si c'est à cause de la bureaucratie, de la révolution, etc., qu'ils en sont là. Je trouve, bon, tu m'excuseras si peut-être effectivement c'est dévoilé un peu cette fin, mais ça m'a quand même extrêmement intéressé. À la fin du livre, je ne reprends pas tout le détail, mais du coup, il y a un échange, on va dire, entre des personnes qui ont connu l'avant-révolution et un jeune couple qui, lui, ne l'a pas connu et qui, justement, illustre bien, je pense, à la fois ces tensions et cette incompréhension. Et la vieille dame, si je ne me trompe pas, dit à ce couple qu'elle a connu, elle, justement, l'avant-révolution, cette période, et elle leur dit, je vais vous dire, avant, il y avait de tout, mais il y avait tous les médicaments, mais absolument personne ne pouvait les acheter. Et je pense qu'effectivement, on a là une mise en perspective un peu de ce que ça pouvait être. Avant, effectivement, il y avait peut-être à disposition l'alimentation, les médicaments nécessaires, mais en réalité, ben, quasiment personne ne pouvait y avoir accès. Aujourd'hui, en grande partie du fait justement de ce blocus, et alors même que du coup la population pourrait peut-être en disposer, eh bien ça l'aurait rendu là aussi impossible. Et je pense que là, on a une bonne illustration effectivement de la situation dans laquelle il se trouve et qui est une situation, à mon avis, extrêmement compliquée. Alors je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ça, mais... Oui, effectivement, c'était un jour de juillet où j'étais à Cuba, juillet 2021. Et donc, ce couple de trentenaires discutait avec un monsieur d'une cinquantaine d'années et il débattait un petit peu de la situation, des manifestations qui avaient eu lieu quelques semaines plus tôt. Et ce monsieur d'une cinquantaine d'années leur disait, mais c'est très difficile pour vous parce que vous avez connu la période post-révolutionnaire, mais vous n'avez pas vu les années assez prospères de Cuba. Et puis cette vieille dame s'est ajoutée à la conversation, elle avait peut-être 70 ou 75 ans, et elle leur a dit, mais moi j'ai connu cette période, et voilà ce que je peux vous en dire. Avant, il y avait de l'abondance, mais on n'avait pas accès à toutes ces ressources, puisque les États-Unis étaient là, et puis il y avait la mainmise sur Cuba, et les Cubains étaient presque comme des étrangers dans leur pays, dans beaucoup de domaines. Il faut savoir aussi que Cuba, dans les années 70-80, a connu énormément de problèmes, évidemment, euh, mais a connu une certaine prospérité puisque l'île était rattachée était assez dépendante de l'URSS qui envoyait énormément de pétrole. Cuba, en échange, envoyait du sucre. Et donc, ça a été des années je parle vraiment de témoignages de Cubains qui m'ont raconté ces périodes-là, notamment des années 80. Il y avait énormément de nourriture, de tout, le poisson, des pâtisseries, je ne sais pas, il y avait vraiment de tout. Vient la chute de l'URSS et là, Cuba se retrouve dans une des pires crises de son histoire, qui a été appelée par le gouvernement cubain la période spéciale en temps de paix. Une période où Cuba n'a plus de revenus, c'est-à-dire qu'elle n'envoie plus de sucre à l'URSS, elle ne reçoit plus le pétrole. Donc, elle se retrouve dans cette situation de blocus sans alliés. Et là, il n'y a plus de nourriture, des coupures d'électricité à longueur de journée. Vraiment, c'était une crise humanitaire sans précédent. Et les États-Unis choisissent précisément les années 90 pour durcir l'embargo, puisque, comme je le disais, la loi Helms-Burton, la loi extraterritoriale qui impose le blocus au reste du monde, est votée et promulguée en 1996. Et précédemment, la loi Torricelli, qui durcit aussi le blocus, est votée en 1992. Donc, on voit très bien cette volonté des États-Unis, quand Cuba connaît des difficultés, de resserrer l'étau pour faire tomber le gouvernement et puis pour instaurer un gouvernement qui leur serait favorable. Il faut bien comprendre que les États-Unis considèrent que Cuba leur appartient. Comme Porto Rico, les États-Unis, après l'indépendance
face aux colons espagnols en 1898, s'installent à Cuba. C'est-à-dire qu'ils ont aidé pendant la guerre d'indépendance face à l'Espagne. Et puis, ils disent, voilà, maintenant, nous allons nous installer, nous allons installer nos entreprises. Ils installent une dizaine de grandes entreprises qui s'approprient les terres, qui créent des latifundias, ce qu'on appelle les latifundias, les exploitations gigantesques. Et les Cubains sont des travailleurs exploités au service des États-Unis. Donc, tout ça relève d'une évolution très, très complexe, mais le fait est que ça a créé une fracture générationnelle où ceux qui ont connu la période pré-révolutionnaire et puis qui ont connu les années prospères de Cuba entrent parfois ou défendent des positions qui sont assez différentes de ceux qui n'ont connu Cuba que dans les années 90 et puis dans la période actuelle de durcissement de l'embargo avec Donald Trump et qui, a fortiori, ont grandi ou évoluent avec les réseaux sociaux et qui parfois montrent le monde, un monde qu'ils ne connaissent pas pour beaucoup, sous un prisme très, voilà, très favorable, c'est-à-dire la liberté d'expression, l'abondance. Et ça, chez les jeunes, ça crée beaucoup de désirs d'ailleurs et puis d'autres choses que les anciens ne comprennent pas forcément. Ouais. Et alors, c'est intéressant ce que tu rappelles aussi, du coup, avec les liens, notamment avec l'URSS, parce que ça montre encore une fois que, et comme tu en fais état à la fin du livre, que l'internationalisme est aussi une pratique politique qui va au-delà simplement d'une doctrine. Et je te cite sur ces questions de souveraineté parce que je sais que ça va très certainement intéresser beaucoup de ceux qui me suivent d'ordinaire. Dans le chapitre que tu consacres à la question justement de la souveraineté, tu dis d'abord, n'en déplaise aux plus fervents anticommunistes, la souveraineté et l'indépendance ne sont pas nécessairement un repli et un instrument de confrontation. Et plus loin, et ça va nous permettre de tout de suite emboîter le pas, je pense, avec la politique médicale à l'international que peut mener Cuba. Tu dis l'internationalisme n'est pas la disparition des frontières et des particularismes. Il tend vers une solidarité entre peuples et gouvernements souverains. Et la souveraineté ne force pas l'isolement, comme le prétendent les partisans de la mondialisation, souvent ceux qui en bénéficient. Une entité affirmée dans son identité n'élude ni la présence d'une diversité domestique, ni la possibilité de partager des ressources afin de porter assistance à d'autres peuples. Et je pense effectivement que cette articulation entre souveraineté et internationalisme, eh bien, Cuba tente toujours de l'articuler et je crois que ton livre, dans sa première partie, donc on va pouvoir commencer à y entrer, je pense, sauf si bien sûr tu veux ajouter autre chose, le montre bien et ton sous-titre, Les armées de la paix, illustre bien cette idée-là, c'est-à-dire une armée pacifiste qui finalement n'hésite pas à venir en aide et ça a toujours été une stratégie politique. Alors, je vais te laisser développer, mais dans le livre, on voit bien, par exemple, les liens qu'on peut connaître et qu'il a pu y avoir entre Cuba et le Venezuela, entre Castro et Chavez notamment, les opérations qui ont été conduites, mais ça a été aussi le cas, et ça on le sait souvent moins, avec notamment les États-Unis, notamment lors de l'ouragan Katrina, etc. Et plus récemment, du coup, on le signalait avec la Covid-19. Bon, alors du coup, est-ce que tu peux revenir un peu sur l'origine de ces brigades en blouse blanche, comme tu les qualifies, et de cette stratégie internationaliste telle que décrite ici? Bien sûr. Cuba a mené sa révolution en 1959, c'est-à-dire à la période des indépendantismes en Afrique, à une période où l'internationalisme, le mouvement des non-alignés étaient des mouvements très prégnants. Donc, Cuba s'est vraiment positionné là-dessus et en 1962, pour la première fois, Cuba envoie en Algérie un cargo d'armes et repart avec des blessés du FLN ou bien des blessés algériens qui ont subi les conséquences de la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance. L'année suivante, en 1963, Cuba renvoie des médecins en Algérie et cette coopération commence à porter ses fruits
puisque énormément de médecins français avaient fui en métropole depuis l'Algérie, enfin, étaient rentrés en métropole, ce qui a créé un vide considérable dans ce pays qui venait de connaître son indépendance et qui s'est retrouvé en manque cruel de personnel soignant. Donc Cuba a amené ses médecins là-bas. Et ça a été vraiment la genèse de cette coopération. Par la suite, dans les années 60, Cuba envoie des contingents militaires dans des pays comme le Congo, la Guinée-Bissau, l'Afrique du Sud, pour soutenir des mouvements indépendantistes et nationalistes. Et à ces contingents militaires sont attachés des groupes de médecins pour soigner les populations et pour soigner les militaires sur place. Cette coopération prend de l'ampleur. Cuba noue des relations diplomatiques avec bon nombre de pays en Afrique, mais aussi en Asie et puis en Amérique latine. Et ça participe vraiment de ce développement d'une philosophie et d'une pratique internationaliste, c'est-à-dire de solidarité avec des peuples, amis ou pas d'ailleurs, puisque Cuba a envoyé des médecins dans des pays dont les gouvernements n'avaient rien de socialiste et n'étaient absolument pas proches des Castro ou du gouvernement cubain. Je prends pour exemple le Nicaragua de 1972, sous la dictature de Somoza, qui était très proche des États-Unis. Voilà, Cuba a tout de même envoyé des médecins pour soigner sur place après une catastrophe naturelle. Alors ces médecins, ils sont formés aux situations d'épidémie, de catastrophes naturelles, et ils sont aussi encouragés à partir opérer dans des lieux où le manque de médecins ou bien où la médecine chère ne permet pas à la population de se soigner et où le territoire n'est pas maillé. D'où le fait que Cuba ait lancé donc plusieurs missions d'ampleur en 2003 et 2004. Il lance des missions au Venezuela, donc mission Barrio Adentro, ce qui veut dire dans le quartier, et par la suite mission Milagro, ce qui veut dire miracle. Dans le Venezuela de Chavez, qui était dans une situation sociale catastrophique, avec énormément de maladies, très peu d'hôpitaux, des zones humides où proliféraient des maladies très graves. Et ce sont des dizaines de milliers de médecins qui sont envoyés au Venezuela. En échange, le Venezuela envoie du pétrole à Cuba, donc, ce qui permet d'ailleurs de faire sortir Cuba de la période spéciale des années 90 et d'une de ses pires crises économiques. Donc on voit bien que cette coopération, elle a prospéré depuis l'année 2018 environ. Ces missions sont mises à mal par les États-Unis, mais aussi par des pays gouvernés par des partis alignés sur l'idéologie américaine ou bien plus ou moins proches des États-Unis. On peut citer notamment le Brésil de Bolsonaro, qui a renvoyé énormément de médecins cubains. Enfin, c'est pas exact. C'est Cuba qui a rappelé ces médecins, puisque Bolsonaro critiquait beaucoup leur méthode et puis leur présence. Lors du coup d'État en Bolivie en 2019, Janine Áñez, qui s'est emparée du pouvoir, a renvoyé aussi des milliers de médecins cubains, toujours encouragés par les États-Unis et félicités par les États-Unis lorsqu'ils renvoient des médecins. Les États-Unis ont créé de nombreux programmes pour envoyer les médecins. Notamment, ils ont créé des voies rapides pour que les médecins cubains obtiennent des visas très facilement aux États-Unis quand ils veulent déserter leur mission. Ils ont créé des fonds nourris par des millions de dollars pour rémunérer ceux qui amèneraient des informations comme quoi les médecins cubains seraient malmenés en mission. Voilà, les États-Unis essaient vraiment d'endiguer et de supprimer ces missions, puisque ce sont des missions qui ramènent 6 à 8 milliards de dollars à l'État cubain chaque année. C'est la première source de revenus de l'île.
On voit bien le problème que ça pose aux États-Unis, dont le but est très clairement d'étouffer l'économie cubaine au point que Cuba serait obligé de se soumettre aux demandes d'investisseurs étrangers ou bien des États-Unis qui tentent tant bien que mal de remettre les pieds sur l'île. Ouais, tu montres bien d'ailleurs dans le livre, il y a un fort contraste entre Cuba, qu'on se représente d'ordinaire effectivement comme un pays extrêmement en proie à la précarité, sans moyens, etc., et qui pourtant a su se doter d'une médecine de qualité et qu'on qualifie même parfois, y compris parmi des gens qui ne sont absolument pas pro-Cuba ou quoi que ce soit, comme étant la meilleure médecine du monde. Et à côté de ça, les États-Unis qui même font appel, comme je soulignais tout à l'heure, aux médecins Cuba lors de catastrophes naturelles, notamment, peut-être que tu pourras y revenir, mais qui à côté de ça aussi dépensent du coup des millions, si ce n'est des milliards, en propagande contre Cuba et encore même lors du Covid, justement. C'est-à-dire, on a d'un côté un pays qui, malgré, par certains aspects, ses faibles moyens, s'efforce d'avoir une politique internationale médicale efficace et à tendre la main à l'ensemble des peuples du monde. Et à côté de ça, on a les USA qui, factuellement, eh bien, eux sont prêts à déverser des milliards, à intenter des groupes de pression, etc., pour déstabiliser sans cesse ce petit pays, ce qui montre par certains aspects aussi la fragilité du colosse au pied d'argile que sont les États-Unis. Exactement. En 2005, quand l'ouragan Katrina passe aux États-Unis, Fidel Castro dit: nous avons 1400 soignants et 32 tonnes de médicaments prêts à intervenir dans les 24 heures gratuitement aux États-Unis et à essayer de mettre un terme à la crise qui a succédé à Katrina, c'est-à-dire voilà, des villes submergées, des militaires qui essaient tant bien que mal d'acheminer de l'eau, pas d'eau potable, pas de nourriture, des gens agglutinés devant des gymnases pour se réfugier. Les États-Unis sont complètement débordés. Et ils disent à Cuba, George W. Bush à l'époque dit à Cuba, nous ne donnerons pas de visa à vos médecins pour qu'ils puissent intervenir aux États-Unis. Hein, très bien. Les Cubains redirigent leur action vers le Pakistan et puis d'autres pays qui ont connu des catastrophes naturelles juste après Katrina. Donc on voit bien que les États-Unis ne sont pas réellement dans une demande de démocratie. D'ailleurs, si les États-Unis se préoccupaient de la démocratie dans les pays, ça se saurait. Je veux dire, on parle quand même d'un État qui a installé des dizaines de dictatures militaires en Amérique latine dans les années 70, qui ne dit pas un mot sur les centaines de milliers de morts dans ces pays, au Brésil, en Argentine, dans le Chili de Pinochet, qui a été amené par les États-Unis. Ils ne disent pas un mot sur ça, mais en revanche, il faut matraquer Cuba et puis refuser toute coopération avec eux. Ça a été très intéressant et très révélateur de voir l'attitude des États-Unis pendant le Covid, puisqu'en 2020, des compagnies aériennes ont refusé d'acheminer des médicaments pour la maladie de Parkinson à Cuba, puisque Donald Trump, à ce moment précis, c'est-à-dire quand le Covid est arrivé, a dit: gare à vous si vous osez commercer maintenant avec Cuba. Donc voilà, cette compagnie aérienne a refusé d'acheminer ses médicaments. Les banques ont arrêté, certainement, ont arrêté en 2020 de faire des transferts de fonds vers Cuba pour financer des médicaments et puis du matériel médical. L'entreprise Alibaba avec Jack Ma, Alibaba, qui est une entreprise chinoise, a envoyé des stocks de respirateurs et de masques, si je ne me trompe pas, oui, de masques, vers Cuba. Et voilà, enfin, les stocks ont été bloqués. Donc on voit mal à quel point les États-Unis peuvent être préoccupés du sort des Cubains qu'ils disent opprimés, oppressés par le gouvernement. Parallèlement, les États-Unis donc les empêchent d'avoir accès à des médicaments en pleine pandémie. Ça, voilà, ça en dit long sur ce que veulent réellement les États-Unis et ça en dit long sur leur attitude et puis leur philosophie
de la coopération. C'est-à-dire qu'on a un pays qui prône et prêche le libéralisme, le capitalisme, qui serait une ouverture des frontières et donc, voilà, quelque part, un avènement de la coopération puisque les frontières sont ouvertes. En réalité, on a bien vu que c'était tout le contraire. Tu rappelles d'ailleurs à très juste titre dans le livre aussi à un moment que les États-Unis récemment se sont retirés du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, de l'UNESCO, projet, tout c'est déjà fait, je ne sais pas, de se retirer aussi de l'Organisation mondiale de la santé, etc. Donc en fait, tout ça rentre en contradiction avec les discours dominants qu'on entend à l'heure actuelle et à longueur de temps sur les États-Unis. Et à C'est une politique contrario, justement... impérialiste, pardon. Non, non, vas-y, je t'en prie. Une politique purement impérialiste qui consiste à dire soit les institutions internationales font ce que l'on veut, soit nous retirons et nos financements avec, sachant que les États-Unis sont parmi les premiers financeurs de bon nombre d'organisations internationales. Là, je crois que ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, c'est ni plus ni moins, encore une fois, que l'impérialisme. Et on voit à quel point l'impérialisme existe, qu'il ne cherche justement pas à se réfréner ces dernières années, mais qu'au contraire, justement, étant parfois un peu en perte de vitesse, il essaie de conquérir encore une fois de nouveaux territoires et comment il a pu saccager, d'ailleurs, ces dernières années, l'Amérique latine. Quand on voit l'Amérique latine du début des années 2000 par rapport à même aujourd'hui, enfin, on voit bien que les États-Unis ont repris de manière impérialiste, encore une fois, une importance décisive dans la gestion de ces pays-là. Et à contrario, justement, dans le livre, tu insistes beaucoup plus justement aussi sur des expériences de terrain. Alors, je viens d'oublier le nom qu'il leur est donné, je crois qu'il y en a un, sur justement ces personnes, ces médecins que tu as rencontrés et qui ont pour mission justement de partir à l'étranger. Tu rencontres une personne qui a travaillé longuement comme ça au Brésil, une autre, je crois, en Bolivie ou au Venezuela, je ne sais plus. Et justement, tu expliques que tout ça fait partie d'une stratégie à Cuba bien définie qui conjugue aussi alphabétisation, soins médicaux, etc. Est-ce que du coup, tu peux revenir un peu sur tout ça et sur ces personnes que tu as rencontrées et la pratique qu'ils ont? Il y a l'une d'entre elles, notamment, s'étonne de voir, je ne sais plus le pays, donc je ne vais plus dire de bêtises, mais de voir quand elle va dans un pays autre que Cuba, que finalement, bah, les soins n'y sont pas gratuits, etc. Elle est très, très étonnée par ça. Elle dit, bah, tant pis, on va quand même soigner les gens, on ne va pas attendre qu'ils soient assurés. Est-ce que du coup, tu peux revenir sur toute cette politique-là, qui là est une vraie politique socialiste internationaliste? Bien sûr, les médecins cubains ont une culture et une philosophie de la santé qui sont très particulières, puisque la santé, on y reviendra, je pense, mais est gratuite à Cuba. C'est une santé basée sur la prévention et puis sur l'universalité des soins. Et donc, quand ils partent en mission, les médecins se trouvent parfois confrontés à des systèmes qui sont très différents de ceux celui qu'ils ont connu chez eux. Donc, j'ai rencontré une doctoresse qui est partie au Venezuela et puis en Équateur. Et alors, en Équateur, elle s'est retrouvée face à des réalités qu'elle ne comprenait pas, puisqu'elle était néonatologue là-bas, donc elle s'occupait des nouveau-nés. Et elle opérait dans un hôpital semi-privé, puisqu'en Équateur, la santé est semi-privée. Et ses collègues équatoriens, équatoriennes lui disaient, bon, vérifiez bien que cette personne est assurée. Et alors, chez elle, ça a créé un étonnement immédiat, puisqu'elle leur a dit, mais comment voulez-vous que je demande une assurance à une mère ou un père qui vient avec son nourrisson pour me demander des soins? Donc, au fil de sa mission, voilà, elle a été confrontée à des situations où ses collègues refusaient des bébés puisque les parents, l'assurance des parents ne s'appliquait pas à leur enfant, puisqu'ils n'étaient pas assez couverts. Et elle m'a dit qu'elle avait été très éprouvée par cette expérience, par ces expériences, parce que pour elle, la santé est un droit fondamental et personne n'a le droit de refuser des soins à un enfant, surtout pas à un enfant. Alors, c'est très drôle parce qu'elle me disait, mais moi, je l'ai soigné, assurance ou pas. Et elle me disait, mais qu'est-ce qu'ils allaient me faire? Au pire, ils allaient me renvoyer à Cuba, et bien je serais rentrée à Cuba. Voilà, moi je les soignais, je ne demandais aucune assurance à personne. Au Venezuela, pareil, il y a des soins gratuits et puis des soins privés, mais là, les médecins se sont retrouvés dans des situations très,
très particulière aussi, puisque le Venezuela est un pays très violent, avec beaucoup d'armes à feu, beaucoup de gangs, des enfants qui sont armés. Et donc, ils se retrouvaient avec des blessés par balle, ce qui pour eux était très curieux, puisqu'à Cuba, Cuba est un pays très sûr et dans lequel on peut se promener la nuit, le jour, très sereinement. C'est un des pays les plus sûrs d'Amérique latine et ça a pu se vérifier. Moi, j'ai pu le vérifier sur place et puis tous les Cubains et toutes les Cubaines le disent, ils peuvent se déplacer absolument comme ils le veulent, sans risque. Il n'y a pas de personnes armées dans la rue. Voilà, donc ces médecins, ils se retrouvent effectivement face à des réalités qui sont très compliquées. Et d'ailleurs, peut-être un mot sur l'école latino-américaine de médecine, puisque sur ce sujet, c'est assez parlant. Donc, Cuba a créé une école pour former des médecins étrangers aux pratiques cubaines, à la médecine gratuite, la médecine de prévention. Et ces médecins sont amenés à rentrer chez eux et puis voilà, à mettre en pratique ces méthodes. Et, et dans les années 2000, Cuba offre des bourses à des étudiants états-uniens qui viennent étudier donc à La Havane et qui repartent aux États-Unis. Et en fait, Cuba a cessé ce programme avec les États-Unis, puisque les médecins qui avaient été formés à Cuba, les médecins états-uniens qui avaient été formés à Cuba, ne savaient pas soigner aux États-Unis. Ils se retrouvaient avec de la paperasse liée aux assurances, ils se retrouvaient avec énormément de problèmes liés à la drogue, qui sont moins existants à Cuba, énormément de SDF et puis de personnes très isolées. Pareil, à Cuba, alors c'est moins vrai depuis 2020, mais il y a peu de sans domicile fixe, pour plusieurs raisons. Mais à Cuba, vous ne verrez pas un enfant dans la rue. Il n'y a pas de sans domicile fixe, il n'y a pas un enfant qui dort dans la rue là-bas. Et j'ai vu beaucoup plus de SDF à Paris ou en France qu'à Cuba. C'est frappant, hein. Bref, voilà, tout ça pour dire que effectivement, ces médecins partent en mission, mais que la pratique et puis la réalité est parfois crée des chocs de culture et de philosophie. Ouais, je pense que tout ça nous montre ton préfacier Salim Lamarani, c'est ça? Le dit bien du coup dans la préface, il dit, je crois que ton ouvrage nous montre que l'accès aux soins pour tous réside toujours dans une volonté politique. Alors il le dit probablement mieux que ce que je viens de restituer là, mais c'est l'idée et ça nous montre encore une fois, y compris ce que tu viens de dire là ici sur les sans domicile fixe, etc., c'est qu'effectivement une décision politique, ça a un impact. Et on a trop tendance désormais à considérer que finalement on ne peut plus rien faire au niveau politique, etc. On voit bien que c'est complètement faux. Et même pour des pays comme Cuba qui justement subissent tout ce qu'on vient de décrire. Alors justement, il y a une politique de... Alors venons-en plus particulièrement à la politique médicale. Là, on a vu un peu le côté, on va dire, international de cette médecine, mais qui n'est que l'avers du revers, qui est la politique, disons, plus nationale en matière de médecine et qui a du coup pour objectif justement la gratuité totale des soins, l'universalité de ces soins et surtout aussi la question de la prévention. Alors, c'est les trois pôles qui sont articulés que tu décris, du coup, gratuité, universalité et prévention. Et c'est aussi des pôles sur lesquels que nous, on aurait pu faire nôtre, je crois, à un moment et qu'on est en train de perdre avec la médecine qu'on connaît en France. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que tu viens de décrire là aussi, le fait de se faire soigner sans avoir besoin de politique d'assurance, etc., on va peut-être pas entrer dans ces détails-là, mais c'est quelque chose qui est complètement en train de se déliter en France ces dernières années, qui se fait tout petit à petit. On parlait tout à l'heure en off du fait désormais aussi de devoir payer une contribution aux urgences, etc., pour se faire soigner et que donc de plus en plus de gens vont être amenés à hésiter. Et donc on voit bien que tout ça est politique. Alors, bon, je suis désolé, je me suis un peu éparpillé, mais est-ce qu'on peut essayer de revenir du coup sur cette politique nationale, gratuité, universalité, prévention, comment elle s'articule autour aussi des médecins de famille qui portent un terme espagnol. Je te laisse revenir là-dessus si tu veux bien, du coup. Bien sûr, la santé à Cuba est basée sur plusieurs piliers, donc la gratuité, que ce soit pour une consultation de médecine générale ou bien une opération.
l'universalité des soins, c'est-à-dire tout le monde a le droit d'être soigné, peu importe ses revenus, peu importe sa situation sociale ou bien l'endroit où il vit, et la prévention. Alors, il faut savoir que Cuba a la plus grande densité de médecins au monde. Ça, ce sont des chiffres de l'OMS, de la Banque mondiale. Ils ont plus de 95 000 médecins. Et ils en ont tellement qu'ils peuvent se permettre de les exporter et de les faire intervenir à l'étranger. À Cuba, le territoire est maillé, c'est-à-dire qu'il y a des médecins autant en ville qu'à la campagne, que dans des villages de l'ouest à l'est. Ça ne veut pas dire que la situation est idéale, hein. C'est-à-dire qu'ils ont des manques de moyens, comme on le disait tout à l'heure, dans les hôpitaux, dans les cliniques. Il manque voilà, de seringues, de cathéters, comme on le disait. Mais en tout cas, la volonté, c'est de vraiment assurer que les médecins se trouvent partout. D'ailleurs, il n'y a pas de liberté d'installation. Les médecins sont envoyés dans des territoires où il y a des besoins de médecins pendant quelques années, soit dans le cadre d'un service social, soit à plus long terme. Donc, ce que me racontaient les médecins, c'est que eux avaient été envoyés sur des petites îles qui appartiennent à Cuba, ou bien dans des villages où ils se déplaçaient à dos de cheval. Voilà, vraiment, la volonté, c'est celle-ci, c'est qu'il y ait des médecins partout et pour tout le monde. En ce qui concerne la prévention, Cuba a fondé sa pensée médicale sur le fait qu'il faut éviter au maximum que les gens tombent malades. Pour ça, elle a mis notamment en place le programme d'attention maternelle et infantile. Donc, tous les médecins avec qui j'ai parlé m'ont parlé. Donc, ce programme, il consiste à faire de la prévention auprès des femmes enceintes et des nouveau-nés. C'est-à-dire que les femmes enceintes à Cuba sont suivies par des psychologues, des dentistes, des gynécologues, par leurs médecins de famille aussi, voilà. Et les bébés, quand ils naissent, sont vaccinés avec des vaccins cubains, en grande partie, et sont suivis de très très près pendant leurs 2-3 premières années. Ça, c'est vraiment une forteresse de la médecine cubaine, encore une fois, avec toutes les difficultés qu'ils connaissent en matière de ressources. Ensuite, Cuba fait en sorte de vacciner toute sa population contre des maladies comme la méningite et des affections très graves qui seraient encore plus graves sur une île des Caraïbes. Donc, Cuba, sur les 11 vaccins qui sont injectés à Cuba, 8 ont été produits et fabriqués sur place. Ensuite, Cuba fait en sorte de faire de la prévention par rapport aux moustiques, faire en sorte que les gens ne puissent pas développer de formes graves de la dengue. Cuba a éradiqué le paludisme. Et si on resitue un petit peu l'île dans son aire géographique, c'est une exception. À Haïti, voilà, ces maladies sont extrêmement graves et puis les systèmes de santé sont délabrés et dans un état catastrophique. La médecine est chère. Enfin bon. Donc Cuba est une exception en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Les médecins de famille sont des médecins qui vivent dans leur communauté, qui représentent le premier niveau de soins. Ensuite, il y a les cliniques et ensuite, il y a les hôpitaux. Et c'est assez important, finalement, ces 3 niveaux de soins, parce que je prends un exemple français pour faire un petit parallèle. Hier, j'écoutais une commission sénatoriale sur l'hôpital public en France et les médecins qui étaient présents disaient il nous faut 3 niveaux de soins, la médecine primaire, les cliniques de proximité et ensuite les CHU. Et ça, c'est le modèle qui est en place à Cuba. C'est-à-dire, si on a un problème, une urgence ou autre, on peut aller voir son médecin de famille qui vit vraiment à quelques pâtés de maison
Lui, il va transmettre à la clinique ou bien à l'hôpital en disant, voilà, il faudrait tels examens. Et ça, c'est très important puisque le médecin de famille est celui qui connaît le mieux ses patients. Il les suit là-bas pendant toute leur vie. Il suit les enfants de la famille. Enfin, voilà, c'est un système qui vraiment repose sur ces fondements-là. Et la médecine de famille est très, très importante. Et les médecins de famille ont très à cœur de, de garder ce lien avec leurs patients, puisque c'est une médecine aussi qui est basée sur le toucher, sur l'écoute, où les médecins ne gagnent pas plus d'argent s'ils traitent 5 ou 25 patients dans la journée. Et donc, forcément, ça change la donne. Ouais, non, alors, tu en parlais tout à l'heure, moi, bon, pour avoir trois enfants, ça m'a scotché, quoi, quand, du coup, quand tu me dis dans le livre, alors, du coup, c'est un propos rapporté là aussi, mais ce que tu rappelais là, c'est-à-dire que les femmes enceintes, effectivement, enceintes, elles sont suivies, du coup, par leur médecin de famille, qui donc est le médecin qui parfois les a suivies depuis qu'elles sont nées, j'imagine, un obstétricien, un ophtalmologue, un stomatologue et une psychologue. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant quand on sait, effectivement, les conditions psychiques dans lesquelles peuvent mettre certaines grossesses, etc. Ce n'est pas toujours le cas non plus, mais ça peut arriver. C'est extrêmement intéressant d'avoir un suivi. Quand on compare ça par rapport à ce qui existe en France, si en fait en France, au mieux, vous êtes suivi par un gynécologue qui n'est pas forcément le gynécologue qui vous a toujours suivi, au mieux, sinon une sage-femme, si vous la trouvez, etc. Et c'est très rare, en fait. Et vous avez pratiquement aucun suivi, en sachant en plus que à partir, je crois, si je dis plus de bêtises, du 6 ou 7e mois, d'un seul coup, vous pivotez directement dans l'hôpital ou la clinique dans laquelle vous allez accoucher et où finalement, il n'y a même pas vraiment de suivi de dossier, etc. Et puis tout se fait, enfin voilà, vous êtes un numéro parmi un autre. Il n'y a pas de prévention, il n'y a pas de suivi. À la sortie de la... Et puis alors, je ne parle même pas de la sortie de la maternité, où là, finalement, il y a pratiquement rien qui est fait. Donc, je crois effectivement, cette politique de prévention, nous, là, c'était l'occasion avec le Covid, mais on a insisté, on a fait tout un dossier sur la franchise, etc. On insiste effectivement, là encore, on voit que la médecine est politique. La médecine, c'est pas que la technicité médicale. Évidemment que la technicité médicale, elle doit être au rendez-vous, elle est liée à Cuba, mais cette prévention, cette écoute du patient, etc. Et souvent, d'ailleurs, ce qui fait aussi aujourd'hui, je pense que certaines personnes se détournent un petit peu de la médecine telle qu'elle est, etc. C'est simplement parce qu'ils sont à la recherche d'une écoute, d'une compréhension, etc., qu'ils ne peuvent plus du tout trouver dans la manière qu'on a eu de complètement détruire la médecine en France. Enfin, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, mais... Oui, les médecins cubains alors, qui sont partis en mission et qui étaient très souvent avant médecins de famille m'ont tous dit, tu sais, quand un patient vient te voir et que tu lui dis, ça va aller, on va prendre ça en charge, ça crée quelque chose et ça crée un soulagement qui n'est pas négligeable. Le facteur psychologique en médecine est extrêmement important. Il est d'ailleurs peut-être l'une des choses les plus importantes. C'est-à-dire qu'arriver chez le médecin en sachant que le médecin va prendre le temps d'écouter, de toucher, de comprendre ce qui se passe, de comprendre si la personne est stressée, si la personne est angoissée, si la personne a vécu quelque chose récemment qui pourrait expliquer ce qui lui arrive et puis les affections physiques qu'elle a. Ça, c'est quelque chose qui se perd un petit peu. Alors, je voudrais vraiment préciser que je ne blâme pas les médecins pour ça. Ce sont des médecins. En France, nous avons des médecins qui sont pris dans un engrenage décidé par nos gouvernements. C'est-à-dire qu'en France, nous avons fait entrer, et ça se vérifie, hein, il suffit de parler avec les médecins. Pareil, dans la commission d'enquête devant le Sénat que j'écoutais, tous les médecins l'ont dit, à partir des années 90-2000, les gouvernements ont fait entrer des gestionnaires et des consultants à l'hôpital qui décident de tout. De tout. Ils décident des rendements à faire, ils décident donc du nombre d'actes à pratiquer, ils décident des réformes, ils décident même parfois des soins à prodiguer. Ça, les médecins le racontent. Des soins à prodiguer. Des gestionnaires qui n'ont aucune formation médicale, qui sont des personnes qui sont issues du secteur privé. Et donc, les médecins sont en proie à tout ça et ne peuvent plus réellement se permettre, pour certains, de soigner comme ils le voudraient parce qu'ils manquent de moyens, parce qu'ils manquent d'effectifs. Après, une partie des médecins, honnêtement, pratiquent aussi des dépassements d'honoraires qui sont incompréhensibles.
Quand on voit des médecins qui font payer une consultation 180 €, mais enfin, à quoi ça rime? Et ça existe, hein, et ça existe, il y en a beaucoup. 180 €, 80 € une consultation. Bon, on voit bien que la fracture médicale est en train d'être consommée. Les gens qui ont de l'argent peuvent se soigner n'importe où, dans n'importe quelle clinique privée, et puis ceux qui n'ont pas les moyens doivent aller à l'hôpital public où on supprime des lits, on supprime des postes, les gens ne veulent plus aller à l'hôpital. Enfin, ce qu'on entend très souvent, c'est: «Oui, mais on a beaucoup de chance en France, vous vous rendez pas compte, on a un des meilleurs systèmes». Nous avons un des meilleurs systèmes de sécurité sociale au monde qui est issu, d'une pensée socialiste après 45, voilà, grâce à laquelle nous avons eu la sécurité sociale. Il ne s'agit pas de dire si nous sommes les meilleurs au monde, il s'agit de dire que nous sommes en train de démanteler tout ce que nous avons construit pendant des dizaines d'années. Vous parliez des maternités. En 30 ans, la moitié des maternités a fermé en France. La moitié. En Outre-mer, il faut voir comment les gens se soignent. En Outre-mer, d'ailleurs, la Martinique et la Guadeloupe ont accueilli des médecins cubains en 2020, en avril et en mai 2020, pendant le Covid, et ce sont des déserts médicaux où les gens n'ont pas de quoi se soigner. Les gens n'ont pas accès à l'eau potable avec toutes les conséquences sanitaires que ça a. Les gens n'ont pas de respirateur. Mais que fait le gouvernement? Que fait le gouvernement? Ça fait pas un an que ça dure. Ce sont des problèmes qui sont soulevés depuis 20 ans ou 30 ans. Et le gouvernement répond en envoyant le GIGN. Bon, très bien. Ouais, je pense qu'effectivement, là, tu viens, par ta dernière phrase, de résumer un petit peu la situation et de montrer à quel point, effectivement, quelle politique est menée et encore une fois, est une politique de classe. Et effectivement, faut-il le rappeler une énième fois, Denis Kessler, l'ancien numéro 2 du MEDEF, avait bien dit et que l'objectif principal du MEDEF devait être de déconstruire méthodiquement les acquis du CNR. Dans ces acquis du CNR, l'acquis principal, c'est le régime général de sécurité sociale, encore une fois. Donc, c'est une autre manière finalement de dire, comme dit Warren Buffett, encore une fois, que la lutte des classes existe et que c'est la leur qui est en train de la gagner. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut comprendre effectivement, hein, on dit, et tu disais tout à l'heure, les acquis qui ne le sont effectivement pas définitivement, donc il faut se battre pour ça. Et la médecine, elle n'est pas que scientifique, elle est politique, assurément. Et si on ne se bat pas sur le terrain politique pour sauvegarder une médecine de qualité, on sera amené à la perdre. Mais tu as raison, je ne veux pas monopoliser la parole, mais ça m'intéresse vraiment, ça me passionne tout ça. Et ce que j'ai trouvé dans ton livre vraiment m'intéresse énormément. Et évidemment qu'on ne blâme pas les médecins, hein. Déjà parce que beaucoup d'entre eux, effectivement, ont conscience de tout ça et eux aussi sont en perdition, n'arrivent plus à faire surface et galèrent. D'autres, effectivement, probablement en ont moins conscience, mais en tout cas, ils sont pris effectivement dans une structure, dans des politiques, etc. Et c'est ça qu'on blâme. De la même manière que ce que j'ai pu dire, moi, par ailleurs, pour l'éducation nationale, ça pourrait être vrai aussi, encore une fois, pour les forces de police, encore une fois. C'est-à-dire beaucoup de gens aujourd'hui qui méconnaissent, ne reconnaissent pas en tout cas le métier qui est le leur. Et je pense qu'insister sur la prévention, les gens ne se rendent pas bien compte de ce que ça signifie. Je prends qu'un exemple qui m'a marqué il y a 2 semaines. Il a fallu que j'aille à la pharmacie et j'attendais, je faisais la queue. Et j'ai été très étonné de voir qu'il y avait trois stands, si on peut dire, je sais pas, bref, où il y avait des personnes devant moi. Et alors, le premier, du coup, c'était une dame d'un âge assez avancé, enfin, entre 50 à peut-être un peu plus de 60 ans, qui venait chercher du Doliprane. Ils étaient en rupture de stock de Doliprane. Et elle lui dit, non, mais je suis pas malade, mais c'est qu'en fait, avec les fêtes, on ne sait jamais, je préfère en avoir du stock. Et le pharmacien, même en tant que pharmacien, essaie pas d'avoir une politique éducative, de lui faire comprendre ou quoi. Non, il lui balance les. Alors, il n'y avait plus de Doliprane, donc il lui balance du Fervex. Et j'étais là, genre, c'est un peu étonnant quand même. À côté de ça, on avait une autre dame qui, elle, du coup, venait chercher son renouvellement d'ordonnance et elle allait dire, oh, mais non, mais il m'en reste encore, mais comme ça, je les prends en avance, etc. Donc, c'est-à-dire, on fait un stock, on s'automédicamente, un stock qui dure probablement depuis des années.
et où finalement, ben, il n'y a plus rien n'y est fait, hein. On en parlait là aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que probablement aussi le médecin, pour des tas de raisons, encore une fois, c'est pas forcément lié au médecin, mais bah, finalement renouvelle l'ordonnance comme ça sans même plus ausculter peut-être la patiente. Et troisième personne à côté, vraiment, c'est véridique, hein, j'en ai les deux mains à couper, j'étais scotché. Troisième personne à côté qui probablement du coup un peu plus jeune en l'occurrence, peut-être entre 30 et 40 ans, mais souffrait d'obésité, venait chercher en pharmacie les produits type, alors j'ai pas envie de citer que des marques, mais genre les produits laitiers allégés qu'on ne trouve qu'en pharmacie, quoi. Ce genre, mais genre une montagne. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'aller chercher le problème de l'obésité à la source, d'essayer de le traiter, d'avoir une médecine réellement préventive, etc., ben en fait, on le détourne vers des produits à la con qui en fait vont rien résoudre au problème. Mais à mon avis, c'était pas la première fois qu'ils venaient en acheter vu les paquets qu'il y avait, et où en fait, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans une médecine préventive, mais dans une médecine où finalement, eh ben, le travail se fait à la chaîne et où finalement il y a effectivement des grands labos qui ont intérêt à vendre leurs médicaments. Et d'ailleurs, il suffit encore une fois d'entrer dans une pharmacie, de voir comment les choses sont disposées, etc., pour voir qu'en fait, ce n'est pas un lieu de santé, une pharmacie, les trois quarts du temps. En réalité, c'est un commerce comme un autre, et c'est d'ailleurs un commerce extrêmement rentable. Hein, souvent, quand on regarde à l'arrière de la pharmacie, le patron de la pharmacie, c'est très rare qu'il roule avec une vieille Renault cabossée, etc. Au contraire, on y voit beaucoup de SUV, etc. Et d'un point de vue sociologique, empirique, je pense que c'est pas anodin. Bon, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé, mais je pense qu'effectivement, c'est important pour ceux qui nous écoutent là de mesurer ça. Et encore une fois, Cuba est un exemple aussi en ce sens que quand on dit ça, c'est pas pour dire ah ben du coup il faut en revenir à je ne sais quelle période et finalement vivre de prana et marcher pieds nus dans l'herbe et puis ça contentera tout le monde sera en santé. Mais pas du tout en fait, pas du tout. Il y a à la fois il nous faut les avancées techniques et technologiques qu'a Cuba et en même temps il nous faut des médecins tout simplement. C'est-à-dire que la médecine, encore une fois, hein, pour reprendre les catégories antiques, c'est un art, pas au sens effectivement de la peinture ou quoi, mais c'est-à-dire que ça nécessite d'être en relation avec la personne, de disposer, de s'adapter, etc. Ce que beaucoup de médecins de terrain savent faire et qui n'a pas été écouté non plus du tout durant la période du Covid, justement. C'est-à-dire que beaucoup de médecins de terrain ont dit, on a fait paraître un article qui s'appelle Le Gros Vide, qui revient d'ailleurs là-dessus, où justement beaucoup de médecins de terrain ont dit, mais nous, on sait faire, on peut gérer ça, etc. Laissez-nous gérer, ou en fait, on empêche même les médecins de travailler et de gérer ça. Et là, effectivement, je pense qu'on a un gros problème. Et dernier point sur ce que tu disais sur le fait effectivement qu'il n'y avait pas d'installation en libéral des médecins, c'est aussi intéressant parce que ça permet en partie là aussi de prévenir les déserts médicaux. Or, les déserts médicaux en France à l'heure actuelle, bah, c'est une catastrophe, quoi. Enfin, je sais que ça t'intéresse et je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose parce que j'ai beaucoup parlé, mais Oui, oui, c'est très intéressant tout ce que tu dis. Effectivement, quand on rentre dans une pharmacie, alors là, je parle aussi de manière très empirique. Il suffit de regarder autour de soi et de voir, on dirait des supermarchés. On dirait vraiment les étals sont bien construits, tout est très bien marketé, les produits, les petits produits à acheter supplémentaires, bon voilà, les petits bonbons, etc. sont mis à la caisse. Sur le côté, il y a les produits de parapharmacie, ce qu'on appelle la parapharmacie, tous les produits, les crèmes, etc. Derrière les pharmaciens, voilà, on a des couleurs très vives et puis des étals qui sont extrêmement abondants. Tout ça peut paraître assez anodin, mais finalement, voilà, on se retrouve assez souvent dans des ambiances vraiment oui, de supermarché. Et puis à Paris, il y a une pharmacie très peu chère dans le quartier de Saint-Germain et qui fait des promos, alors avec des gros panneaux rouges et jaunes vifs, c'est très bien puisque c'est bien pour les gens qui n'ont pas les moyens de payer des médicaments qui sont très chers. Ça, je ne le remets pas du tout en question, mais c'est vrai que voilà, on voit pendant les périodes de soldes ou bien de promotion des centaines de personnes dans les magasins avec des queues interminables qui viennent tout acheter à des prix les plus bas possibles. Enfin, tout ça reflète bien finalement la mainmise des laboratoires qui profitent de tout ça et puis qui finalement, plus ils vendent, plus ils fonctionnent et plus ils peuvent exister. C'est évident. Enfin, je veux dire, les laboratoires pharmaceutiques n'échappent pas au modèle capitaliste, bien au contraire. Pendant la crise de Covid, qui nous a dit comment éviter d'attraper le Covid? À quel moment est-ce qu'on a eu un débat sur comment est-ce qu'on fait
pour ne pas tomber malade. Qu'est-ce qui booste l'immunité? Quels sont les produits naturels ou chimiques qui permettent voilà, de favoriser son immunité, notamment en hiver? Ça, on ne le sait pas, on n'en a aucune idée. Et puis, pareil pour les gens qui attrapent le Covid. Moi, j'ai eu le Covid il y a quelques mois. Ah ouais. J'ai été positive pendant assez longtemps et je ne savais pas quoi prendre pour me soigner. Il n'y avait rien à disposition. Alors, je n'ai pas eu un Covid grave du tout, qui ne nécessitait pas forcément de soins puisque ça ressemblait à un rhume. Mais j'aurais bien aimé voilà, avoir quelque chose au-delà d'un Doliprane pour me soigner. Et 2 ans plus tard, il n'y a rien. En matière de Covid, l'État n'a aucune politique sanitaire. Nous sommes avec des gestionnaires qui ne savent pas gérer cette crise. Emmanuel Macron n'a rien Bon, alors, il s'est entouré de médecins pour une partie corrompue par des labos pharmaceutiques qui ont touché des centaines de milliers d'euros de la part de ces laboratoires. Enfin, on marche sur la tête. On est avec des gens qui ont une vision à 2 semaines. Alors là, on nous a dit, vous ne pouvez pas manger dans le train. Bon, si finalement vous pouvez, mais en fait, il faut manger assez rapidement et ne pas exagérer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On est face à des clowns qui nous gouvernent dans une situation pandémique extrêmement sérieuse et qui n'ont aucune vision à long terme. Or, je ne pense pas qu'une politique de santé puisse se faire avec un horizon de 2 semaines. Ouais, puisque tu me tends la perche, entrons par cette porte-là, justement, en l'occurrence, sur la question aussi, là, justement, de la prévention du Covid. Tu en fais état dans le livre, tu parles notamment de l'interféron, de certains acides aminés, etc., que les médecins cubains ont utilisés et avec lesquels ils ont visiblement obtenu des résultats plutôt satisfaisants. Donc, je te laisse détailler ça. Oui, Cuba, malgré tous les problèmes posés par le blocus, tous les manques de ressources, a une gestion de crise qui est assez efficace finalement, qui ne règle pas du tout la question des hôpitaux entièrement, ou bien la question des soins, la question voilà, du fait de prodiguer des médicaments, etc. Mais quand le Covid est arrivé, Cuba a confiné, bon, comme beaucoup de pays, a fermé ses frontières et Cuba avait des tests dès le mois de mars 2020. Je rappelle qu'en France, nous avons obtenu des tests au mois de mai pour les cas symptomatiques. Cuba en avait dès le mois de mars, grâce à la branche latino-américaine de l'OMS. Nous n'avions pas de masques non plus en France. À Cuba, la population, dès le mois de mars 2020, a commencé à coudre des masques, puisqu'ils n'avaient pas accès à des masques chirurgicaux, à cause du blocus, encore une fois. Donc, la population a cousu des masques et tout le monde était masqué. Jusqu'à maintenant, tout le monde est masqué. Ensuite, Cuba a développé, non, pas a développé, a prodigué des traitements aux malades du Covid, donc notamment de l'interféron, qui est un puissant booster d'immunité, qui est utilisé pour d'autres maladies, et donc qu'ils ont mis à profit pour le Covid, et aussi des anticorps monoclonaux pour les cas plus graves. En Europe, on mène des recherches sur l'interféron et les anticorps monoclonaux, mais on ne les voit toujours pas utilisés. Donc là-bas, ils ont été utilisés assez tôt et la situation a été vraiment jugulée aussi grâce à la fermeture des frontières, évidemment, mais jusqu'en novembre 2020, Cuba avait très peu de cas et très peu de morts. À partir de là, les frontières rouvrent et les touristes et puis les étrangers recommencent à voyager là-bas. Et là, le Covid explose vers le mois de mai jusqu'au mois de septembre environ. Il y avait à peu près 7 000, 8 000, 9 000 cas et 60, 70 à 80 décès, ce qui est colossal là-bas, puisqu'encore une fois, le manque de ressources ne permet pas là-bas de laisser des épidémies se propager et de laisser des maladies proliférer. Et Cuba a commencé à vacciner très tôt, avec 5 vaccins cubains qui ont été développés, produits, fabriqués et injectés dans l'espace de 2 ans.
à la population. Presque tout le monde est vacciné à Cuba actuellement et sans obligation. Alors, je ne sais pas si c'est l'adhésion qui fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'obligation ou bien si les gens se sentent contraints de se faire vacciner voilà, de par la nature du gouvernement. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il y ait une adhésion telle, je ne l'explique pas. Mais en tout cas, il n'y a pas eu d'obligation légale ou formelle, pas de passe sanitaire, pas de passe vaccinal, et quasiment toute la population est vaccinée, ce qui peut s'expliquer en partie par le fait que les gens ont montré confiance dans leurs médecins et puis qu'il n'y a pas d'intérêt financier Ouais, ça, derrière les médecins. Ils sont gratuits. Ce sont des laboratoires pharmaceutiques publics qui les ont produits et qui les ont injectés sans demander d'argent à personne et sans faire de bénéfices. Donc les gens, ils sont allés, ils ont reçu 3 doses de vaccins et voilà, Cuba a développé 5 vaccins qui sont injectés en fonction des cas, dont un qui s'appelle Mambisa, qui est une solution nasale qui permet de renforcer, qui est une sorte de 4e dose de rappel plus légère pour les gens qui ont déjà reçu leurs 3 doses. Et ce sont des technologies qui sont utilisées depuis les années 80 et qui ont été retravaillées et repensées pour soigner l'épidémie de Covid. Donc on voit bien qu'il y a une conjugaison et une juxtaposition des solutions entre les traitements et puis les vaccins qui a été pensé. Actuellement, Cuba compte peu de cas de Covid. Bon, ça remonte un petit peu avec Omicron, mais en septembre, octobre, novembre, ils étaient descendus à 150 cas par jour environ et à 0, voire 1 mort par jour. Et je pense qu'on a affaire à une véritable médecine holiste et pas telle qu'elle peut être fantasmée justement par certains comme étant forcément un truc New Age, etc. Là, on a vraiment affaire à une médecine qui se dote de tous les moyens possibles justement pour endiguer la maladie, pour remettre de la santé. Et je pense que c'est vers ça qu'on devrait normalement tous tendre. D'ailleurs, il est intéressant. Oui, vas-y, vas-y. Que les laboratoires pharmaceutiques ont dû rediriger tous leurs efforts vers ces vaccins et ces traitements anti-Covid et que donc ça a mis à mal la production d'autres traitements pour d'autres maladies là-bas. Là, ça va nous permettre de continuer sur le Covid. Et avant, il y a une parenthèse, il y avait quelque chose dont j'avais absolument envie de parler parce que j'étais pas au courant, alors que c'est un sujet qui, pour différentes raisons, m'intéresse, qui n'est pas quelque chose qui me touche directement, mais par des liens d'amitié. Et j'étais moi-même pas au courant de ça, et je trouve que c'est important de le signaler. On va pas dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre. De toute façon, il y aurait beaucoup de choses. Vraiment, c'est pas pour flatter mon invité d'aucune manière, mais même si le livre, en apparence, n'est pas hyper volumineux, chaque page est vraiment une source d'information extrêmement importante, et donc c'est vraiment très bien. Et du coup, tu rappelles que, alors je lis pour pas dire de bêtises, qu'en 2015, l'OMS du coup a salué un fait révolutionnaire puisque Cuba devient le premier pays au monde à éradiquer la transmission du VIH et de la syphilis de la mère à son enfant. Et ça aussi, enfin, ça me paraît ne pas être rien, et c'est des technologies dont on bénéficie aujourd'hui, alors même qu'on ignore complètement que c'est la médecine cubaine, pardon, qui en est à l'origine. Et voilà, pour connaître un peu ce milieu-là, ce qui peut en être dit, etc., il n'en est jamais fait état. Alors bon, je ne sais pas si tu as quelque chose à en dire, mais je tenais en tout cas je trouvais ça important de le resignaler avant de continuer sur le Covid. Bien sûr, Cuba a développé de très nombreux traitements pour plusieurs maladies, notamment, comme tu le dis, en 2015, le premier traitement au monde a empêché la transmission du VIH et de la syphilis de la mère à son enfant. L'OMS a salué cette avancée médicale, technologique, qui est vraiment révolutionnaire. Et ce traitement, il est né grâce voilà, à l'histoire de développement pharmaceutique à Cuba. Dans les années 80, Fidel Castro crée un grand programme qui s'appelle le Front biologique, dans le cadre duquel il va fonder une entreprise gigantesque qui s'appelle BioCuba Pharma, qui compte 20 000 employés environ, des chercheurs, des médecins, des professeurs qui travaillent sur Alzheimer, sur le cancer.
Et à partir de là, Cuba va développer de nombreux traitements. Il y en a un pour l'ulcère du pied diabétique, pour le cancer du poumon, donc pour la transmission du VIH et de la syphilis, des traitements qui ont été commercialisés pour certains à l'étranger. Voilà, on pourrait dire oui, c'est encore une fois de la propagande, c'est faux, qui peut vérifier? Ce sont des traitements qui ont été commercialisés. Ça peut se vérifier très facilement sur Internet, hein, en Amérique latine, dans des pays d'Afrique et qui ont même été à l'origine de partenariats avec des centres de recherche aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, un institut de recherche new-yorkais a commencé à faire des recherches avec Cuba pour éventuellement pouvoir développer et commercialiser des traitements cubains. Bien sûr, l'embargo passe par là. Bien sûr, il interdit à Cuba de faire des transferts de technologie et puis de commercialiser ces traitements, parce que tout ça participe d'une sorte de rayonnement scientifique et puis aussi ramène de l'argent à l'État. Et les États-Unis bloquent ça par tous les moyens. Donc le blocus n'épargne pas du tout la recherche scientifique et puis le développement de ces traitements. Mais oui, Cuba s'est illustré par le fait qu'elle ait une puissance médicale. L'Institut Finlay pour les vaccins a développé, comme je le disais, 8 vaccins sur les 11 qui sont injectés à Cuba. Et d'ailleurs, quand on passe à la Havane, devant l'Institut Finlay, c'est un bâtiment très neuf et très grand et très imposant, voilà, qui montre un petit peu la place qu'occupe tout ça à Cuba. Et alors, on peut dire ce qu'on veut, oui, que c'est de la propagande pour le régime communiste, bon, que sais-je. Mais il faut bien faire des constats, c'est-à-dire que si Cuba n'avait pas un minimum d'assises médicales et de fondements de médecine, la situation serait catastrophique à bien des égards. Enfin, la dengue tuerait les gens, il y aurait du paludisme, il y aurait de la méningite. Voilà, là, on voit bien qu'on n'est pas là-dedans et qu'il y a des problèmes médicaux, il y a beaucoup de cancers, notamment liés à l'alcool, etc. Mais il faut reconnaître le talent, premièrement, des médecins cubains, leur philosophie, leur culture de la médecine. Et si on ne veut pas s'inspirer de Cuba, puisque évidemment, bon nombre de personnes disent que c'est une île socialiste, qu'il n'y a rien à en tirer. Très bien, alors ne nous inspirons pas de Cuba, mais inspirons-nous des principes dont on vient de parler et qu'on vient de développer: la gratuité, la prévention, la médecine de famille, l'attention primaire, et puis essayons de développer ces principes-là, qu'ils viennent de Cuba ou pas. Tout à fait. Bon, et du coup, justement, bon, on en parlait au tout début, donc on peut enfin y revenir, ce qui sera gaieté pour ceux de nos auditeurs qui sont restés jusque-là, et je les en remercie. Du coup, effectivement, tu commences ton livre par là. Euh, à la suite de tout ce qu'on vient d'évoquer, le Covid n'a pas fait exception, et c'est ça que je voulais qu'on ait en tête aussi, parce que quand en 2020, on voit des médecins cubains arriver en Italie, encore une fois, moi le premier, hein, encore une fois, je m'implique dedans. On a l'impression que c'est la première fois, que c'est très étonnant, qu'effectivement ça traduit quelque chose de très grave, etc. Je pense que là, on a su montrer au fil de notre discussion qu'en réalité, voilà, c'était une politique générale, internationaliste et socialiste, tournée vers les autres pays, quels qu'ils soient, quelle que soit leur politique, et qui donc n'avait rien de nouveau pour Cuba, mais ça l'était pour nous. Et donc, du coup, tu reviens effectivement sur les expériences de ces médecins, notamment d'un médecin que tu as rencontré, qui a officiné du coup en Italie. Et ce qui est très étonnant au début, c'est qu'on voit que bon, à Cuba, bon, on l'a dit, voilà, il y a des médecins, il y a même beaucoup de médecins, hein, bon, je ne sais plus la page des chiffres, mais tout à l'heure, tu as rappelé qu'il y avait un médecin pour 1000 habitants, ce qui était beaucoup, ce qui est bien plus qu'en France, bien plus qu'aux États-Unis. Ouais, Je crois que il me semble qu'il y en a 8. j'avais noté la page, mais bon, bref. Bref, tout ça pour dire que du coup, quand il arrive, ben voilà, il y a une fracture, encore une fois, en ce sens que ben, à Cuba, il y a beaucoup de médecins, malheureusement, à cause de tout ce qu'on vient de décrire, il n'y a pas forcément toujours le matériel, ne serait-ce que des cathéters, etc. Mais par contre, en Italie, ben, finalement, il y a du matériel, mais il n'y a pas suffisamment de médecins, c'est la galère, etc.
Et du coup, c'est très intéressant d'avoir ce regard-là. Ça va être très difficile. Je pose le décor pour te laisser longuement développer comme tu le souhaites. Et on va voir aussi, du coup, les nouveaux rapports de force politiques s'inscrire. Tu t'entretiens avec un député, je crois, de La République En Marche aussi, qui explique par rapport à l'intervention aussi de ces médecins cubains dans les pays occidentaux que, bah, on n'avait pas envie de froisser les États-Unis, notamment lorsqu'ils vont venir du coup dans les pays, dans les dom-toms pour la France. Et finalement, on voit bien, on a besoin de médecins, mais quand même, on n'ira pas, on n'aimerait pas aller jusqu'à froisser les États-Unis. Alors, c'est pas ce que dit en l'occurrence justement le député, mais il traduit plutôt effectivement la mentalité qui a été celle en partie du gouvernement et de bien des personnes et de bien des politiques en France. Bref, du coup, ce serait intéressant qu'on revienne et qu'on termine peut-être sur tout ça, sur comment ça s'est passé ces derniers mois et la fracture qu'il peut y avoir. Bien sûr, oui, en 2020, comme tu le dis très bien, des médecins cubains ont été envoyés en Italie et puis dans des territoires d'outre-mer français, donc la Guadeloupe et la Martinique. C'est une première en Europe. L'Italie, qui a énormément de ressources, des grands hôpitaux, de très bons spécialistes, énormément de machines très performantes et très neuves, n'a pas assez de médecins au point de devoir appeler à l'aide des médecins qui viennent d'une île extrêmement pauvre. Et c'est ce que me disait ce médecin cubain intervenu en Italie, c'est que pour lui, c'était une mission compliquée du fait de l'apparition du Covid, mais aller en Italie, ça a été un choc, littéralement. Il a vu un pays où on avait de tout et il s'est dit, mais comment ça se fait que dans un pays où il y a autant de ressources, il n'y ait pas de médecins? Donc, ils ont soigné comme ils savent le faire. Les médecins italiens leur ont fait très confiance. Ils géraient les hôpitaux de campagne, enfin, c'est-à-dire les tentes qui étaient devant le grand hôpital de la ville de Crema, près de Milan. Voilà, donc les médecins cubains ont vraiment été intégrés au personnel soignant italien. Par la suite, quand ils sont venus en Outre-mer, ils ont découvert bien sûr des zones, comme je le disais un peu plus tôt, sans respirateurs, sans spécialistes, dans des conditions qui sont inacceptables pour des territoires français. Et ils ont pu intervenir grâce à des élus, notamment Dominique Théophile de La République En Marche, qui a été élu en Guadeloupe, et qui a dit, mais laissez-nous faire venir des médecins cubains, ils sont à côté, ils connaissent les enjeux qui sont liés aux Caraïbes, autorisez-nous à les faire intervenir ici. Puisque en 2019, pendant les discussions autour de la loi Ma Santé 2022, menée par l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, des médecins extra-européens ont été autorisés à intervenir en France, mais pas les Cubains. Et alors Dominique Théophile me disait, mais c'est une anomalie que les Cubains ne puissent pas intervenir, alors qu'ils sont très bons, il me disait, ce sont des militants de la santé. Bon, finalement, le gouvernement à l'époque d'Édouard Philippe a accepté qu'ils viennent et a signé un décret pour qu'ils puissent poser les pieds en Martinique et en Guadeloupe. Par la suite, les élus locaux ont continué à discuter avec l'ambassadeur cubain en France pour que leur venue soit pérennisée, enfin qu'il puisse y avoir des programmes à plus long terme et hors Covid sur ces îles. Donc voilà, on en est à appeler des médecins qui sont certes très bons, et je ne remets pas du tout en cause le fait de mener une coopération médicale avec Cuba, c'est voilà, au contraire. Mais ce qui est étonnant, ce sont les raisons pour lesquelles on les a appelés. On ne les a pas appelés parce qu'on voulait bénéficier de nouveaux savoirs et puis parce qu'on voulait vraiment coopérer avec Cuba. On les a appelés parce qu'on n'avons plus de médecins et qu'il y a des territoires entiers français où les gens ne peuvent pas se soigner.
Ouais, tout à fait. Et à côté de ça, comme tu le signales, en plus, la propagande continue, puisque tu le montres bien, le 7 avril 2020, par exemple, l'Express titre Coronavirus, les médecins cubains, ces esclaves modernes. Il y a toute une idéologie qui veut derrière qu'en fait, il y a une organisation d'une traite des médecins, etc., ce que laissent entendre les États-Unis. Donc, j'ai envie de dire, voilà le remerciement qu'on leur apporte, c'est de continuer et de poursuivre en réalité cette propagande abjecte, en réalité, en fait. Alors, déjà, le fait de qualifier les médecins cubains d'esclaves modernes signifierait que l'Italie et la France ont fait travailler des esclaves sur leur territoire en 2020. Deuxièmement, les articles que je cite de l'Express et du Point, il me semble, sont des articles dans le cadre desquels les journalistes ne sont pas allés sur le terrain, n'ont discuté avec aucun médecin cubain. Ce sont des journalistes qui ne connaissent tout simplement pas Cuba, qui ne connaissent pas voilà, de soignants sur place et qui font simplement des reprises euh, de, de communiqués du département d'État américain. Alors, pour bien poser le décor, il faut savoir qu'il y a beaucoup de critiques autour de ces missions médicales cubaines, notamment le fait que l'État cubain prend une partie de l'indemnité qui est versée pour la mission. Donc, les médecins cubains touchent un revenu qui est très supérieur à celui qu'ils touchent en exerçant à Cuba. Mais l'État prend voilà, une partie des revenus parce que il faut financer ses services et qu'il faut voilà, il faut financer les missions et puis être à même de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Donc ça, c'est très critiqué. Et deuxièmement, les médecins cubains, quand ils partent en mission, s'ils souhaitent rester dans le pays où ils exercent, ne peuvent plus rentrer à Cuba pendant 8 ans. Ça, effectivement, c'est très curieux. Mais c'est voilà, c'est une mesure qu'a pris Cuba pour empêcher la fuite des cerveaux et puis empêcher euh, que les médecins restent dans des pays où effectivement, s'ils restent et puis obtiennent un visa de travail, ils sont beaucoup mieux payés qu'à Cuba, hein. C'est vrai que les médecins cubains ont un salaire qui ne permet pas vraiment de vivre correctement, 80 voire 100 dollars environ. La vie reste très chère là-bas, donc c'est vrai qu'on comprend que certains médecins, évidemment, aient envie de rester au Brésil, en Argentine, où ils peuvent gagner des salaires plus proches des nationaux. Mais le département d'État américain a diffusé ce terme esclave moderne, sans le définir, tout en disant que voilà, ces médecins voilà, étaient des esclaves, enfin, et puis on ne savait pas dans quelles conditions ils travaillaient, etc. Euh, Écoutez, la parole américaine, à mon avis, est quand même très discréditée en matière de droits de l'homme. Donc, je ne sais pas quel poids on peut donner à tout ça, sachant que les États-Unis ont des relais, des ONG qu'ils financent, qui critiquent aussi les médecins cubains. Et puis, ces mêmes ONG ont déposé une plainte devant la Cour pénale internationale pour trafic humain, esclavage moderne. Ces mêmes ONG qui ont présenté leur plainte devant l'Organisation des États américains, l'Organisation des États américains, l'OEA, qui est vraiment enfin, un des alliés de Washington. Le siège de l'OEA est à quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche à Washington. L'OEA n'a jamais critiqué les exactions qui ont eu lieu de la part du gouvernement colombien envers les syndicalistes, jamais critiqué dans les années 70 les dictatures militaires sanguinaires qui ont fait des centaines de milliers de morts. Pas un mot sur ça, mais par contre, ils ont banni Cuba en 62. Donc, 3 ans après la Révolution, on a du mal à voir exactement quel manquement aux droits de l'homme avait déjà commis Cuba. Donc, tout ça est très relatif, très biaisé, très subjectif, et il faut faire très attention aux mots qui sont employés, puisque bon, plus c'est gros, plus ça passe. Alors, évidemment, les États-Unis disent esclavage moderne, et puis les médias reprennent docilement les mots
du département d'État. Moi, je dis aux journalistes qui qualifient et qui mettent dans leur titre esclaves modernes, d'abord d'aller à Cuba et de parler avec ces médecins et de se rendre dans les missions médicales cubaines à l'étranger et de leur demander. Ouais, tout à fait. Non, mais je pense que là, tu pointes du doigt quelque chose d'important, encore une fois, qui est même parmi les personnes qui se sentent engagées ou quoi, c'est-à-dire que le niveau de propagande est tel que finalement, l'image qu'on peut avoir d'un pays comme Cuba ou comme d'autres, dont j'ai déjà pu parler sur cette chaîne, etc., est tellement faussée, voilée, déformée, que c'est très, très, très difficile en fait de bien saisir. C'est pour ça que je souhaitais qu'on ait du temps pour en parler un petit peu. Et même si ça paraît un peu de temps pour une vidéo hein, comme ça, Internet, c'est très peu au regard de toute la propagande permanente qu'il peut y avoir. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose en particulier, quelque chose que j'aurais oublié, qui te tiendra à cœur, qui te semblerait essentiel de dire ou non. N'hésite pas si c'est le cas en tout cas. Mais... Écoute, ce que je voudrais dire, c'est que Cuba est un pays qui est très mal connu, qui est vu essentiellement à travers le prisme, un prisme très ethnocentré, très occidental, et puis on a presque pas le droit finalement de parler de Cuba, d'essayer de pointer des acquis sociaux ou bien d'aller à la rencontre des Cubains. Parce que ce que je rappelle dans le livre et que je voudrais aussi souligner aujourd'hui, c'est que les médecins cubains ne sont pas le gouvernement. Ils ont une philosophie et une culture de la santé dont on pourrait s'inspirer si on prenait vraiment la peine de les écouter et puis de parler avec eux. Et il faut arrêter cette confusion, comme quoi le peuple cubain, voilà, qui mélange le peuple cubain et le gouvernement. Euh, Cuba est un pays qui a une histoire passionnante, qui est un pays extrêmement complexe, tant du point de vue de l'opinion des Cubains que de leur travail, que des évolutions, que de son système, etc. Arrêtons un petit peu de rester en surface dans ce pays et vraiment intéressons-nous à dire les Cubains et les Cubaines parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre. Bon, ben, Maëlys, merci beaucoup en tout cas. Je pense que ça va beaucoup intéresser nos auditeurs et surtout, je vous invite à commander le livre et à le lire. On mettra un lien en description aussi, évidemment, parce que le livre est vraiment très riche, il se lit assez rapidement, donc je vous invite vraiment à le commander, à en prendre connaissance pour avoir davantage d'informations encore. Je te remercie beaucoup. À bientôt, peut-être, À j'espère. toi, à bientôt.